passer à notre prochaine conférencière, qui est le docteur Anne-Françoise Rousseau. Elle est aussi docteur en médecine de l'Université de Liège. Elle a obtenu un DES en anesthésie et réanimation, et également un diplôme européen en anesthésie et soins intensifs. Elle a un certificat universitaire de compétences en soins intensifs, également de Liège. Elle a un diplôme interuniversitaire en brûlologie de l'Université Paris-Descartes. En brûlologie, c'est pas un thème qui me plaît beaucoup. En biologie, c'est un mélange d'étymologie grecque et française. C'est pas toujours l'idéal. Enfin, c'est comme ça. Doctorat en sciences médicales, avec j'imagine. Oui. Et ses positions actuelles, donc elle est chef de clinique au CHU de Liège, aux soins intensifs, chargée de cours adjoint également à Liège, instructeur en simulation médicale et instructeur de l'European Resuscitation Council, examinateur pour l'European Society of Anesthesiology, membre universitaire des commissions d'agrément des médecins spécialistes en anesthésie, réanimation et soins intensifs auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le titre de son exposé, la réanimation des grands brûlés domestiques. On vous écoute avec attention. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire virtuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues. Tout d'abord, un merci pour l'invitation à cette prestigieuse tribune. Et puis c'est un honneur de pouvoir discuter avec vous d'un sujet tout aussi passionnant qu'est la réanimation après brûlure domestique. Voilà. Alors pour illustrer ce sujet, j'ai décidé de vous illustrer ça par un cas clinique. Il s'agit de John, 45 ans, directeur d'entreprise sportif, c'est-à-dire quelqu'un de très actif, qui a été victime d'un incendie d'appartement. Alors voici John, vu de face et vu de dos. Voici ses lésions. John est victime de brûlures au 3e degré en rouge, c'est-à-dire au niveau de la face antérieure des bras et du thorax. Il est victime aussi de brûlures du 2e degré à la fois superficielles et profondes en orange, comme vous le voyez, et des brûlures du 1er degré minoritaires ici en jaune. Au total, sa surface corporelle brûlée est équivalente à plus ou moins 70% de sa surface cutanée totale. John a été initialement pris en charge par un SMUR et il a été ensuite amené dans notre CHU de Liège qui constitue l'un des 7 centres de brûlés en Belgique. Alors est-ce que c'est un cas isolé ? Ben non. John représente plus ou moins 10% des admissions en centre de brûlés, donc les brûlures graves, c'est-à-dire au-dessus de 20% de surface corporelle chez l'adulte et au-dessus de 10% de surface corporelle chez l'enfant, représentent donc 10% des admissions en centre de brûlés. Ces brûlures graves intéressent, comme vous le voyez sur ce graphique, des adultes en âge de travail, donc des adultes relativement jeunes. Dans ce cas-ci, ils sont brûlés souvent par flamme, dans le cadre d'accidents domestiques ou d'accidents de travail. Et puis ça concerne malheureusement aussi des enfants, qui dans ce cas-ci sont plutôt brûlés par des liquides chauds. Cela se produit soit dans la cuisine en général, donc d'accidents domestiques, soit dans la salle de bain. Au total, on peut penser que les enfants représentent plus ou moins un tiers des admissions en centre de brûlés, toute gravité confondue. Alors donc John a été amené au centre des brûlés et pris en charge dans une salle de déchocage. Donc c'est une salle où l'on s'occupe des premiers soins des patients. Elle diffère un peu des déchocages au niveau des urgences, en ce sens où on a ici un brancard spécial, qui est un brancard qui permet de doucher les patients, soit dans un but de cooling, c'est-à-dire de refroidissement des lésions, dans un objectif de diminuer la profondeur et de la douleur pour autant que les indications soient respectées, ou alors de nettoyer ces brûlures. Une fois dans ce déchocage, le patient est bien sûr bilanté. Alors on va réaliser un bilan des voies aériennes et un bilan de sa ventilation. Ce patient va être intubé sur le SMUR pour protéger ses voies aériennes dans un contexte d'inhalation de fumée. On va également faire un bilan hémodynamique complet bien sûr et débuter le remplissage intravasculaire. On va faire un bilan neurologique bien sûr et puis évidemment faire le bilan de ses lésions cutanées. Et c'est dans ce contexte-ci que nous allons réaliser, en tous les cas ce sont les chirurgiens qui réalisent cela, ce sont les incisions de décharge ou escharotomie, le but étant de lever la compression qu'exercent les brûlures du 3e degré, qui sont des brûlures qui sont fort constrictives puisqu'elles ne peuvent pas s'étendre, la peau est devenue inextensible, et donc ces brûlures du 3e degré, telles qu'ici au niveau du thorax, peut induire un syndrome restrictif, ou alors au niveau des membres, peut induire une ischémie périphérique distale. Donc c'est un geste important à faire, non seulement pour la survie des membres, mais aussi pour la ventilation, notamment au niveau thoracique ou abdominal.
Alors je vous rassure tout de suite, John, malgré ce bilan lésionnel un peu catastrophique, a survécu. Et s'il a survécu, c'est grâce à des progrès importants qui ont été réalisés durant les 50 dernières années. Non seulement au niveau de la chirurgie, avec une stratégie maintenant bien acceptée de tous, qui est une stratégie d'excision et de couverture précoce des lésions, mais également des progrès au niveau de la médecine intensive, avec des progrès dans la réanimation liquidienne, dans la stratégie de nutrition et de lutte contre l'hypercatabolisme, et dans les stratégies de lutte contre les complications infectieuses, et ceci va constituer un petit peu le plan de l'exposé d'aujourd'hui. Alors John au total fait face à une destruction cutanée qui est majeure, donc 70% de la surface corporelle, c'est conséquent, et cette destruction cutanée va être à l'origine d'une réaction inflammatoire, non seulement locale, mais à ce stade également systémique, et ce sont ces complications inflammatoires qui vont induire les répercussions systémiques dont on va discuter pendant l'exposé. Et notamment des répercussions au niveau vasculaire. Au niveau vasculaire, on va observer une modification de l'endothélium et une destruction du glycocalyx, avec une augmentation de la perméabilité vasculaire et donc une fuite capillaire majeure de liquide intravasculaire, et donc un syndrome de fuite capillaire important qui va générer une vasoconstriction secondaire. Et tout cela constitue l'état de choc du patient brûlé qui existe pendant les 48 premières heures. C'est donc un choc plutôt de nature hypovolémique, même si on peut avoir une composante cardiogénique associée, comme par exemple dans un choc septique. Et c'est pour compenser, entre guillemets, cet état de choc initial que nous allons devoir administrer aux patients des volumes de remplissage. Ici, John a reçu sur les premières 24 heures 19 litres de remplissage intraveineux. C'est évidemment majeur, c'est conséquent quand on sait qu'un patient de soins intensifs classique a besoin de 2 à 3 litres de liquide de remplissage sur 24 heures. Vous vous rendez compte des quantités colossales que cela représente. Alors comment est-ce qu'on a administré ces fluides? Eh bien, on est guidé par des formules prédictives de remplissage. Ces formules, elles sont nombreuses. La plus connue, peut-être que vous connaissez, c'est la formule de Parkland, qui est basée sur la surface corporelle brûlée et le poids du patient. Il en existe bien d'autres, mais en tous les cas, ça nous aide à pouvoir prédire les besoins en liquide de ces patients. Alors le remplissage de ce patient a été évidemment un gros challenge, parce que d'un côté, il faut éviter l'hypovolémie, donc une diminution du volume sanguin circulant, qui est responsable d'une hypoperfusion tissulaire évidemment, mais aussi une hypoperfusion cutanée qui va aggraver les brûlures de niveau intermédiaire. Mais il faut également éviter une surcharge progressive qui va être responsable d'œdème pulmonaire, de syndromes compartimentaux, par exemple le syndrome compartimental abdominal qui est un tueur silencieux, et de nouveau également une hypoperfusion cutanée qui ne fait qu'aggraver le problème de la brûlure. Pour essayer de trouver un équilibre entre ces deux situations, on est aidé évidemment par des moyens de monitoring hémodynamique du plus simple au plus performant, et on est évidemment aidé par l'équipe infirmière qui est présente au lit du malade de manière très précise et en permanence pour pouvoir nous guider dans le remplissage de ce patient. Alors, dans différentes enquêtes, on a malheureusement montré une grande hétérogénéité des pratiques en termes de remplissage, que ce soit en termes de quantité de volume administré, en termes de liquide de perfusion, en termes de monitoring ou même d'algorithmes qui peuvent nous aider à optimiser les fluides administrés. Et à l'heure actuelle, dans la littérature, il est bien difficile de dégager un type de pratique qui aurait le meilleur outcome au niveau des patients. Même si, clairement, dans la dernière enquête à laquelle nous avons participé, on voit une tendance à l'utilisation plus importante d'albumine, qui est donc un colloïde, et qui permet de réduire les besoins en liquide, une utilisation plus précoce des vasoconstricteurs, justement pour éviter cette surcharge liquidienne importante, et l'utilisation encore fréquente du débit urinaire comme guide à ce remplissage, même si ce n'est probablement pas le monitoring optimal, en tous les cas de manière isolée. Alors après ces 48 heures d'état de choc hypovolémique et un peu mixte avec une composante cardiogénique, John va devoir faire face à des complications métaboliques importantes. Donc on passe d'une phase de choc à une phase de complications métaboliques. Ces complications sont illustrées ici sur les graphiques qui représentent donc les évolutions de ces complications métaboliques depuis la brûlure jusqu'à 24 mois après cet accident. Et donc, au départ, on avait bien précisé que la brûlure était une pathologie inflammatoire. Ça se traduit ici, par exemple, par des taux d'IL6 qui sont élevés. En noir plein, c'est la caractéristique du patient brûlé,
comparé à la ligne pointillée qui représente un patient normal, en tous les cas non brûlé. Et donc cette réaction inflammatoire va trigger l'augmentation, en tous les cas la stimulation du système orthosympathique, comme vous le voyez ici avec une augmentation de la sécrétion d'adrénaline au niveau urinaire, accompagnée évidemment dans ce cas-là d'une augmentation du débit cardiaque. Et outre ce système orthosympathique qui va être activé, on a également une perturbation des axes hypothalamo-hypophysaires et une sidération des systèmes anaboliques en fait. Et donc comme vous le voyez ici, une chute des taux d'IGF-1. Tout ceci, donc cette inflammation, le système orthosympathique et les perturbations endocriniennes vont amener à une situation importante de protéolyse et donc de diminution de masse maigre et également à une augmentation de la dépense énergétique de repos. Ce qui est important de voir sur ce graphique et qui va justifier tout ce qu'on va expliquer par après, c'est évidemment non seulement l'importance de ces modifications par rapport à une situation dite normale, mais surtout la durée de ces complications. Vous voyez qu'à 24 mois, on n'est peut-être pas encore tout à fait retourné à la situation de base, et par exemple pour la protéolyse, on est loin d'y être retourné. Donc la brûlure induit des dommages et des perturbations qui vont persister pendant au moins 24 mois. C'est énorme par rapport à ce qui se passe chez un patient de soins intensifs classiques. Alors ça, c'est pas gentil. Allez, super. Merci, c'était la pause. Et donc, par rapport à toutes ces complications métaboliques, c'est dans ce cadre-là qu'on va instaurer chez nos patients, et donc chez John également, une nutrition entérale qu'on va débuter précocement, justement dans l'objectif de compenser un petit peu toutes ces complications métaboliques. Et cette nutrition va cibler des cibles en macronutriments qui vont être bien plus élevées que chez les patients de soins intensifs classiques. On va donc viser, par exemple, pour les calories, des apports de 30 à 35 kilocalories par kilo et par jour, quand on sait que dans les soins intensifs classiques, on est plutôt aux alentours de 20 à 25. Pour les protéines, c'est pareil, on va viser 1,5 à 2 grammes par kilo et par jour, alors que chez les patients de soins intensifs classiques, on est plutôt aux alentours de 1,3. Donc ce sont de nouveau des apports qui sont plus importants. De nouveau ici, la nutrition chez John a également été aussi un challenge, parce que d'un côté, il a fallu éviter la sous-nutrition. Cette sous-nutrition est fréquente chez les patients brûlés, en tous les cas le risque est fréquent chez les patients brûlés, parce que ces patients sont souvent mis à jeun pour des interventions ou des réfections de pansement, comme on en parlera plus tard. Et cette sous-nutrition est à risque d'induire, en plus des perturbations métaboliques, une amyotrophie importante, une immunodépression et un retard de cicatrisation, ce qui ne fait que renforcer le cercle vicieux des problèmes inflammatoires. Et d'un côté, on doit éviter aussi la surnutrition, qui est responsable d'une difficulté du sevrage ventilatoire, d'une infiltration graisseuse, et notamment une infiltration graisseuse hépatique, et de complications infectieuses dont on n'a pas besoin chez un patient qui est déjà à risque d'infection importante. De nouveau, pour trouver ici un équilibre, on peut être aidé par des techniques de monitoring, et notamment la calorimétrie indirecte, qui est une technique de mesure des besoins caloriques des patients. C'est quelque chose qui est maintenant recommandé dans les bonnes pratiques pour gérer la nutrition et individualiser les apports. Alors, en dehors des macronutriments, John a eu besoin de quantités importantes de micronutriments cette fois, alors notamment le cuivre, le zinc et le sélénium. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des plaies, comme vous le voyez ici, vous voyez que c'est une brûlure du 2e degré, mais avec un exsudat qui reluit ici sur la plaie, et en fait, ces brûlures, ces plaies qui sont ouvertes et qui perdurent pendant longtemps sont la source de pertes en micronutriments qui sont conséquentes. Notamment, ça peut représenter quasi 10% des stocks, par exemple en cuivre, zinc et sélénium. Et donc ces besoins sont importants, d'autant plus que ces micronutriments sont des antioxydants, des immunomodulateurs importants, et donc aident dans l'avancée du patient brûlé. Alors en plus de cette stratégie de nutrition pour compenser cet hypermétabolisme et cet hypercatabolisme, John a été astreint à un régime d'exercice physique débuté précocement et de manière la plus intensive possible, que ce soit ici quand il est alité et le plus souvent sédaté de manière passive, alors l'exercice est de type passif, et dès que possible, on lève la sédation et le patient est capable de marcher, même avec des plaies qui ne sont pas fermées et des pansements, comme vous voyez, qui sont encore conséquents. On essaye de les faire marcher le plus rapidement possible afin de lutter contre cette amyotrophie qui a des répercussions majeures.
Autre stratégie également que nous avons mise en place, c'est la prise en charge de jeunes dans une température ambiante augmentée. La température dans la chambre ici mesurée est à 28,6, donc entre 28 et 30 degrés. Donc c'est ce qui fait un peu que le centre des brûlés est un peu maudit par les collègues parce que personne ne veut y aller, il fait trop chaud. Mais pourtant c'est important pour les patients qui sont hospitalisés parce que ça permet justement de diminuer l'hypermétabolisme, en tous les cas la dépense énergétique pour lutter contre cette température ambiante. Et puis il a reçu des traitements pharmacologiques aussi contre cet hypermétabolisme, et en général ici c'est basé sur des bêta-bloquants non sélectifs et des androgènes synthétiques le plus souvent, pour pouvoir justement essayer de réduire cet hypercatabolisme. D'autres stratégies sont également envisagées, notamment la modulation de l'hormone de croissance, donc cette hormone de croissance qui augmente la synthèse d'IGF-1 au niveau hépatique, et cet IGF-1 qui est notamment connu pour pouvoir stimuler la prolifération des kératinocytes et de nouveau par son effet anabolisant réduire cette protéolyse. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour moduler l'hormone de croissance dans un centre de brûlé ? Eh bien on peut donner de l'hormone de croissance recombinante. Alors cette hormone de croissance recombinante a un effet donc de substitution sur cet axe hormone de croissance IGF-1, et contrairement à ce qui se passe aux soins intensifs classiques où ça a été complètement banni suite à un problème d'augmentation de la mortalité, ici chez les patients brûlés ça nous aide beaucoup à justement réduire ce catabolisme, et notamment chez les enfants à diminuer le risque de retard de croissance. Et puis deuxième stratégie à laquelle nous avions pensé, c'était l'administration de gamma-hydroxybutyrate, le gamma-OH, que vous connaissez peut-être sous le nom de la drogue du violeur, mais qui est toujours utilisé en anesthésie comme agent sédatif, et qui, par des effets de stimulation de la production d'ondes lentes au niveau cérébral, d'ondes delta, peut permettre d'augmenter la sécrétion d'hormones de croissance. Et nous avions montré dans une petite étude que nous avions pu, avec une perfusion continue de gamma-OH, pouvoir avoir, à la fin du traitement de 21 jours, avoir une augmentation des taux d'IGF-1 qui était elle-même associée à une augmentation de la prolifération kératinocytaire que nous avions mise en évidence sur des prélèvements en dermatopathologie. Alors tout au long de son séjour, John a eu besoin de multiples réflexions de pansement, comme vous le voyez ici sur ces images. Ces réflexions de pansement ont lieu tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça dépend un petit peu du type de pansement choisi et de l'état cutané du patient. Elles ont lieu au lit ou dans une salle de bain dédiée. Ça ne veut pas dire pour autant que le patient reste coincé dans son lit, ça ne l'empêchera pas 2 heures après de pouvoir marcher dans le service, comme vous l'avez vu sur les diapos précédentes. Et il a également eu besoin tout au long de son séjour d'une dizaine de chirurgies. Ces chirurgies ont pour but d'exciser les zones brûlées et de couvrir, d'abord par des couvertures temporaires qu'on appelle allogreffes, et puis par des couvertures définitives qu'on appelle des autogreffes. Et donc toutes ces procédures, évidemment, ont nécessité des anesthésies plus ou moins profondes, donc c'est-à-dire peut-être des sédations. Il faut savoir que ces patients ont des besoins conséquents en doses de médicaments et de substances sédatives. Ça va jusqu'à plus ou moins 3 fois les besoins d'un patient classique, pour des raisons de modification pharmacologique notamment. Et malheureusement, ces procédures ont également induit des phénomènes de douleur procédurale qui viennent s'ajouter à une douleur de fond, et la douleur chez le patient brûlé est encore un problème qui est très peu facilement géré. C'est pour ça que nous avons pris en charge cette douleur par une approche multimodèle, c'est-à-dire l'administration de multiples principes actifs, et nous avons également opté pour une approche multidisciplinaire en ayant recours à des approches non pharmacologiques, par exemple l'hypnose ou les techniques de distraction avec des casques de réalité virtuelle. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à prendre en charge la douleur chez ce genre de patients. Malheureusement, tous ces soins locaux répétés n'ont pas empêché John de subir des complications infectieuses. John a subi plus ou moins 4 complications infectieuses, dont 2 avec des bactériémies, donc amenant à des complications sévères. Ces complications infectieuses ont touché à la fois des escarres, c'est-à-dire des zones brûlées qui n'avaient pas encore été opérées. Vous voyez ici une couleur verdâtre et des zones de nécrose qui signent l'infection locale. Nous avons eu aussi des infections qui ont intéressé des zones qui ont été déjà greffées. Vous voyez le petit maillage ici qui représente l'autogreffe, et vous voyez ici que cette autogreffe a été lisée par la complication infectieuse. Et ça a également intéressé des zones de prise de greffe, donc les zones où on prélève la peau donneuse pour pouvoir recouvrir les zones brûlées excisées. Ces infections ont été traitées à la fois par chirurgie,
de débridement par des pansements avec des topiques antibiotiques, mais aussi avec des antibiotiques systémiques. Et de nouveau, on est là face à un challenge important parce que l'antibiothérapie est compliquée chez le patient brûlé de par des modifications justement pharmacologiques, mais également aussi par l'émergence de résistances qui sont fréquentes chez ces patients qui ont des séjours prolongés. Et c'est dans ce contexte que l'option de l'utilisation des bactériophages peut être intéressante chez les patients brûlés. Ces bactériophages, ce sont ces virus que vous voyez ici représentés avec une tête un peu hexagonale et puis un corps avec des espèces de petits crampons ici à la fin. C'est une image typique de ce que vous pouvez voir en microscopie électronique. Ces bactériophages, en fait, sont des virus qui sont présents dans l'environnement et qui ont comme cible une bactérie, mais particulièrement une souche précise de bactéries, quelque chose qui est utilisé depuis longtemps dans les pays de l'Est, mais par contre peu étudié. Et les brûlés ont justement été le sujet d'une étude, de la première étude clinique visant à étudier l'efficacité et la tolérabilité, en tous les cas l'absence de complications par rapport à cette stratégie thérapeutique. Nous avons eu la chance de participer à cette première au niveau du CHU de Liège, tout comme le centre de Bruxelles, et ça a montré justement l'intérêt des bactériophages pour diminuer la charge bactérienne sur les pansements, puisqu'ici c'était utilisé en topique, et donc ça ouvre la porte à des utilisations futures dans le domaine non seulement des brûlés, mais dans le domaine des soins intensifs également. Alors au total, John a passé 80 jours chez nous. 80 jours, c'est une durée qui peut paraître longue, mais qui est raisonnable par rapport à sa surface corporelle brûlée. Et vous voyez qu'il a été entouré pendant ces 80 jours d'une équipe pluridisciplinaire, où l'anesthésiste intensiviste n'est qu'un des maillons de toute cette équipe, qui contient des chirurgiens, des médecins de type médecine physique et rééducation, des ORL, des ophtalmos, tout un système paramédical de nursing bien évidemment, mais aussi d'autres aides. On n'a pas parlé ici du côté psychologique de la chose, mais toute cette équipe se doit de travailler en concertation pour pouvoir offrir aux patients les meilleurs outcomes possibles en tous les cas. Et donc voici John à la fin de sa prise en charge. Vous voyez qu'il a perdu énormément de poids, il a perdu plus de 10 kilos sur ces 80 jours, c'est énorme. Il est évidemment amyotrophique comme on pouvait s'y attendre, avec une perte de force musculaire importante. Il est ostéopénique, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Il présente des troubles du sommeil et malheureusement des douleurs chroniques. Et tout ceci constitue un peu ce qu'on appelle maintenant le syndrome post-soins intensifs. Et en plus de tout ça, John sort avec 80 jours d'hospitalisation ici sans exposition au soleil et avec des consignes strictes de port de vêtements compressifs pour pouvoir gérer un petit peu les cicatrices et des consignes par après de protection solaire drastiques pour éviter les complications au niveau des cicatrices. Et ceci est bien embêtant quand on se souvient que c'est au niveau de la peau qu'est synthétisée la vitamine D. Ainsi, sous les effets des UVB, le 7-déhydrocholestérol est transformé en prévitamine D3. Et donc le patient brûlé est à risque de déficience en vitamine D, et ce d'autant plus que Klein, un chercheur américain, a élégamment montré que les cicatrices au niveau donc, des zones brûlées qui sont cicatrisées, mais aussi les zones normales adjacentes à la cicatrice, étaient incapables de synthétiser cette prévitamine D3 au départ du 7-déhydrocholestérol, et ce pendant au moins une période d'1 an. Donc ça montre bien l'importance de la vitamine D chez le patient brûlé, et c'est d'autant plus important que malheureusement, pendant toute sa durée d'hospitalisation, on va avoir du mal à supplémenter ce patient parce que manifestement il lui faut des doses supplémentaires, des doses plus importantes que les patients normaux. Nous avions à l'époque montré que des doses qui sont considérées comme des doses d'apport journalier recommandées, c'est-à-dire de 800 unités par jour, étaient incapables de faire bouger les taux de 25 OHD, et ce pendant plus de 28 jours. Et nous avions également montré que des bolus beaucoup plus importants, c'est-à-dire 100 000 unités en bolus de vitamine D3, étaient incapables également de faire monter les taux de 25 OHD, qui est donc le représentant sérique du statut vitaminique D, alors que chez des sujets sains, ils le pouvaient. Et donc la supplémentation du patient brûlé aux soins intensifs est difficile, et donc il est à risque de sortir déjà de l'hôpital avec des problèmes de déficit en vitamine D. Et pour autant, la substitution est importante en vitamine
vitamine D, non seulement pour les effets osseux bien connus de la vitamine D, mais également pour des effets musculaires, puisque nous avions montré que l'administration chez un patient qui était sorti des soins intensifs de bolus de 200 000 unités de vitamine D pendant 1 an permettait d'avoir une augmentation de la force du quadriceps et du travail du quadriceps, donc une fonction musculaire améliorée avec une supplémentation en vitamine D. Donc c'est un sujet qui est important chez le sujet brûlé. Et pour terminer, voici John 2 ans après son admission aux soins intensifs, le voici en cure thermale, comme c'est classiquement fait chez les patients qui ont été brûlés. Le voici donc 2 ans après son admission, au moment où il a seulement repris un travail adapté à mi-temps. Et ce, après plusieurs chirurgies de correction de cicatrices et après une revalidation longue. Ça vous montre bien l'étendue des dégâts d'une brûlure conséquente comme celle qu'a subie John. Et donc au total, la réanimation des brûlés, eh bien, elle comporte de nombreux défis. Des défis de précocité, on l'a vu, pour le remplissage, la nutrition, pour la supplémentation, des défis de justesse et d'individualisation, et puis des défis de démesure, puisqu'on a montré que ces patients avaient des besoins majorés, non seulement en termes de volume, de nutrition, mais aussi en termes d'anesthésie, par exemple. J'espère vous avoir montré aussi que la réanimation des brûlés était vaine sans les autres disciplines. Nous sommes un des maillons de la chaîne, mais on ne peut pas travailler sans les autres, et les autres ne peuvent pas travailler sans nous non plus. Ça doit se faire évidemment dans des centres spécialisés. Pourquoi ? Parce que nous avons donc ces ressources qui sont importantes, mais aussi le rassemblement de compétences, puisque c'est quand même un domaine qui nécessite des connaissances particulières. Et puis la réanimation des brûlés, c'est aussi des perspectives. Une perspective de reconnaissance, en tous les cas de connaissance peut-être, mais de reconnaissance. C'est vrai que c'est une discipline un peu de niche comme ça, mais dont les aspects à la fois de recherche et de pratique clinique sont transposables pour certains aux soins intensifs classiques. C'est une discipline qui a besoin de multicentricité dans la recherche, et pour ça, un des objectifs est déjà de commencer au niveau national, et notamment par l'élaboration d'un registre au niveau national. Les données que je vous ai montrées au début d'épidémiologie sont en fait des données européennes et françaises, parce qu'en Belgique, nous n'avons aucun registre permettant de savoir exactement ce qu'on traite comme patient dans les centres de brûlés. Donc ça devrait commencer par là en tous les cas. Et puis, eh bien, on a besoin du développement d'un suivi à long terme autre que le cicatriciel qui est déjà en cours à l'heure actuelle. Je vous ai montré les répercussions importantes métaboliques de ces patients qui grèvent leur pronostic fonctionnel. Et donc, nous devons absolument développer, mais surtout standardiser ce suivi pour améliorer les outcomes de nos patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très impressionnant. Félicitations pour tout ce que vous faites, la façon dont vous le présentez. Moi, j'ai juste une question par rapport à la prise en charge de la douleur. Et je me demandais effectivement si ce que vous étiez amené à donner comme antalgique conduisait fréquemment ou pas des addictions et des problèmes, disons, de consommation prolongée d'opioïdes, toutes les conséquences que l'on connaît. Alors, de fait, l'analgésie est encore assez basée sur les opiacés, même si on utilise de plus en plus la kétamine, notamment, non seulement comme agent anesthésique et sédatif, mais aussi comme antalgique à plus petite dose en antalgie de fond. Mais on essaye de plus en plus d'avoir recours à d'autres types de médications pour avoir justement d'autres effets sur d'autres récepteurs. On ajoute de la clonidine, on ajoute du magnésium, on ajoute de la prégabaline notamment, qui permettent de réduire les doses d'opiacés. Néanmoins, c'est vrai qu'ils sont 80 jours sous antalgique à haute dose et de manière continue. Alors, la question de l'addiction, on essaye de sevrer ces patients avant la sortie, donc on essaie de contrôler cela pendant l'hospitalisation. Maintenant, pour tout avouer, il manque de données sur les opiacés parce qu'on n'a pas un suivi standardisé encore correct en Belgique. Donc malheureusement, je ne peux pas donner de chiffres par rapport à ça. Ça montre bien qu'il faut absolument avoir un suivi à long terme de ces patients autres que chirurgical et cicatriciel. Merci. Autre question éventuelle?
J'aimerais bien une petite question peut-être en ce qui concerne. J'ai vu que vous administrez de préférence des bêta-bloquants qui sont non sélectifs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet défavorable au niveau de la respiration éventuellement? Alors, pas au niveau de la respiration, mais par contre, clairement, au niveau systémique, hémodynamique, hein, clairement. Mais alors, il est recommandé à l'heure actuelle de les débuter une fois la phase de choc passée. Et donc, en général, toutes ces thérapeutiques bêta-bloquants non sélectifs et androgènes, on les débute uniquement à J5, J7, quand la situation est un peu plus stabilisée. Merci aussi pour ce très bel exposé. J'avais une question par rapport aux besoins accrus. Vous avez montré notamment... bien sûr en calories et en protéines, ce besoin très très accru, mais ces patients sont souvent en multi-organ failure. Est-ce que ces besoins accrus sont tempérés précisément par des insuffisances rénales, par exemple, qui sont quand même des choses assez fréquentes chez ces patients en soins intensifs? Ou est-ce qu'on peut y aller quand même? Alors, on fait référence aux recommandations qui existent chez les patients de soins intensifs classiques, justement. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de recommandation de diminution des besoins chez les patients de soins intensifs en insuffisance rénale aiguë. Mais c'est clair que ça a l'air simple, comme ça, quand on dit qu'il faut 1,5 à 2 grammes par kilo et par jour, c'est une vision idéaliste de la situation, parce que, comme vous le dites très bien, ces patients ne sont pas stables pendant les 80 jours, ils passent par des phases où ils ont des besoins moindres et des besoins même plus importants, et donc ça reste encore une part un peu mystérieuse de la science aux soins intensifs classiques, comme chez les patients brûlés, et on n'a pas encore d'outils pour vraiment bien pouvoir suivre les besoins réels des patients. Donc ça reste quelque chose d'empirique, mais c'est clair qu'on est parfois amené à devoir réduire les besoins en protéines lorsqu'il y a une insuffisance rénale aiguë qui n'est pas nécessairement encore suppléée par une technique d'épuration. Merci à Françoise pour ton bel exposé que j'ai trouvé particulièrement clair et merci pour ton travail au quotidien au Centre Névrologie de Liège. Du temps où j'étais toujours en fonction, on utilisait un lit fluidisé. Et on était fiers de ce lit fluidisé, pensant que c'était le top de la prise en charge des brûlés. Tu n'en as pas parlé. Est-ce qu'on l'utilise encore ou est-ce qu'il est mis aux oubliettes? C'est devenu de plus en plus rare. Si je peux encore avancer. Je vous avais prévu des petites images parce que c'est quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Un lit fluidisé, ça ressemble à ceci. Donc c'est une cuve qui est remplie ici de grains de silice. Et qui sont des tout petits comme un grain, même plus fin qu'un grain de sec en fait, et donc c'est une quantité astronomique de grains de silice qui sont mis en suspension par un flux d'air chaud et sec et qui est recouvert après d'un drap et dans lequel on peut poser le patient, et ce patient, lorsque le lit est mis en fonctionnement, va flotter un petit peu comme ça de manière un peu compliquée dans le lit. C'était utilisé essentiellement avant pour essayer de réduire la contre-pression au niveau des zones déclives. C'était aussi utilisé pour assécher les brûlures, puisque d'un côté on sait que le côté humide des brûlures, le côté humide des pansements peut favoriser la survenue d'infections. À l'heure actuelle, on l'utilise relativement peu, déjà parce que c'est un matériel qui est coûteux, qu'on peut louer, mais dont on n'a pas vraiment l'usage en permanence, donc c'est très coûteux pour un centre de brûlés. Mais surtout, ça a des complications au niveau des apports liquidiens, puisqu'ils perdent pas mal d'eau libre et donc sont à risque d'hypernatrémie. Ils sont souvent désorientés dans ce milieu où ils n'ont plus de repères. Donc la balance entre le risque et le bénéfice est devenue un peu plus compliquée, et en général, on l'utilise maintenant essentiellement pour des syndromes de l'aïeul, donc la nécrolyse épidermique toxique, qui sont des patients qu'on reçoit chez nous. Mais donc ici, chez les brûlés, c'est moins. Merci. Pardon, il n'y a plus de questions. Donc, merci encore. Merci à vous.